Il y a des repas que nous associons à la hâte, à l'enfance, à quelque chose de rapide et de familier. Vous entrez, commandez, mangez et repartez sans trop y penser. Et pendant des années, personne ne vous a demandé de réfléchir. Mais, et si je vous disais qu'une grande partie de ce que vous mangez ici n'a pas été conçu comme de la nourriture, mais comme un produit industriel optimisé au millimètre près? Pas pour vous nourrir, pas pour vous surprendre, mais pour être identique, bon marché et prévisible. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire ce que vous devez manger, ni de diaboliser qui que ce soit. C'est une vidéo pour soulever le tapis et regarder ce qu'il y a dessous, car lorsque vous comprenez comment cette viande est réellement conçue, comment elle est transformée, comment elle est étirée et comment elle est vendue, vous ne la mordez plus avec la même tranquillité. Et une fois que vous voyez le système complet, il devient impossible de ne pas se poser une question gênante. À quel moment avons-nous cessé de manger de la nourriture pour commencer à consommer de l'ingénierie? La constance contre la vraie nourriture. La vraie nourriture est imparfaite. Elle change selon l'ingrédient, la personne qui cuisine et même le jour. Cette variation fait partie de sa valeur. Ici, en revanche, la constance est l'objectif suprême. Que rien ne surprenne, que rien ne change. Mais en éliminant la variation, on élimine aussi la connexion avec l'origine. Manger devient un acte fonctionnel, pas une expérience. Il n'y a pas d'histoire, pas de contexte, seulement de la répétition. Et quand vous comparez cela à un repas fait maison, avec des saveurs qui ne sont jamais identiques, vous comprenez la différence. L'un nourrit, l'autre remplit. Pourquoi continuons-nous à en manger? Avec tout cela sur la table, la question inévitable est « Pourquoi y retournons-nous sans cesse ?» Et la réponse n'est ni l'ignorance, ni la faiblesse. C'est du design. Un design d'habitude, de routine, de souvenirs. Nous associons cette nourriture à des moments précis. L'enfance, les voyages, les récompenses, la rapidité. De plus, elle est formulée pour activer un plaisir immédiat. Le sel, la graisse, la texture molle. Le cerveau le reconnaît comme une récompense facile. Cela ne demande pas d'effort, pas de décision. Dans un monde fatigué, c'est puissant. Le système ne vend pas seulement de la nourriture, il vend un soulagement momentané. Et tant que vous n'en êtes pas conscient, cela fonctionne à merveille. Le goût vient du laboratoire. Si tout cela semble peu appétissant, il y a un détail qui rend tout cela possible. Le goût. Car lorsque vous éliminez la variation naturelle de la viande, vous supprimez aussi sa personnalité. Pour compenser, le goût est conçu en laboratoire. Arômes, exhausteurs et profils créés pour que chaque bouchée soit identique, n'importe où dans le monde. Peu importe d'où vient la viande, ou comment l'animal a été élevé, car le goût final ne dépend pas de cela. Il dépend d'une formule. Cela garantit la constance, mais tue l'authenticité. Manger devient une expérience prévisible, presque mécanique. Réconfortant, oui. Authentique, pas vraiment. Le mythe du prix bas. Pendant des années, l'idée qu'on mangeait pas cher ici a été répétée. Mais pas cher comparé à quoi? Quand on analyse le produit, on découvre que le coût réel des ingrédients est minimal. Des garnitures économiques, de la viande étirée, des processus massifs. Le prix que vous payez ne reflète pas la qualité, il reflète l'efficacité logistique et le marketing. De plus, le système est conçu pour que vous dépensiez plus que prévu. Des menus fermés, des petits suppléments qui semblent insignifiants, des tailles qui trompent l'œil. Vous repartez avec plus de nourriture que vous n'en vouliez et moins de valeur que vous n'imaginez. Vous ne payez pas pour la matière première, vous payez pour la commodité, la marque et l'habitude. C'est une illusion d'économie qui fonctionne parce qu'elle n'est pas analysée, parce que personne ne s'assied pour calculer combien coûte réellement ce qu'il y a dedans. Et tant que vous ne le ferez pas, le système continuera de gagner. Ce que cet aliment fait à votre corps. Lorsque tout ce système entre dans votre corps, la logique industrielle ne disparaît pas, elle s'amplifie. Le résultat n'est pas seulement une question de calories, mais de la façon dont ces calories sont construites. Des niveaux élevés de sodium pour conserver et rehausser la saveur, des graisses saturées pour améliorer la texture et des ultra-transformés que le corps ne reconnaît pas comme de la vraie nourriture. L'organisme ne distingue ni les marques ni la nostalgie, il ne reçoit que des signaux chimiques. Et ces signaux lui disent qu'il est face à quelque chose de dense, en énergie, mais pauvre en nutrition. La sensation de satiété dure peu, le pic de plaisir est rapide et la chute arrive vite. Cela pousse à répéter. Avec une consommation fréquente, l'impact s'accumule.
pression artérielle, résistance à l'insuline, inflammation silencieuse. Ce n'est pas un poison immédiat, c'est une usure progressive. Le problème n'est pas un repas occasionnel, c'est la normalisation de ce type d'aliment en tant que routine. C'est là que le corps commence à payer une facture qui ne se voit pas sur le ticket. L'usine déguisée en cuisine. Si jamais vous regardez derrière le comptoir, vous ne verrez pas une cuisine au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de chef, pas de préparation à partir de zéro. Tout arrive déjà fait, formé, congelé et pré-cuit. Le travail consiste à assembler et à réchauffer en suivant des temps précis. C'est un modèle plus proche d'une chaîne de montage que d'un restaurant. Même après la cuisson, le produit peut rester sous chaleur pendant des minutes qui seraient inacceptables dans n'importe quelle cuisine domestique. Mais ici, ça fait partie du système. La priorité absolue est la vitesse. Servir vite, toujours pareil, sans erreur. La fraîcheur est secondaire. Cela explique pourquoi tout a le même goût, partout. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'interprétation humaine. La nourriture ne dépend pas de qui la prépare, elle dépend du protocole. Moins de viande, plus de garniture. Une fois le produit moulé, l'étape suivante consiste à l'étirer. La viande coûte cher, pas les garnitures. Protéines de soja, amidon, chapelure, eau, stabilisant. Tout cela ajoute du volume, du poids et de la texture, mais pas de vraie valeur nutritionnelle. Dans certains cas, moins de la moitié du produit est du muscle animal. Le reste a une fonction économique et structurelle. Maintenir la forme, réduire les coûts et garantir que le produit soit identique encore et encore. Le consommateur pense manger de la viande, mais en réalité, il mange un mélange optimisé pour y ressembler. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas secret, mais ce n'est pas non plus clairement expliqué. Et quand quelque chose n'est pas expliqué, on suppose que c'est ce que ça semble être. C'est là que réside l'astuce. De la nourriture aux produits, les nuggets moulés. Les nuggets sont l'exemple parfait de cette transformation. Ils ne ressemblent pas à du poulet, parce qu'ils n'en sont pas au sens traditionnel. C'est une pâte de viande hachée, mélangée, compactée et moulée en forme spécifique. Non pas pour qu'ils soient jolis, mais pour qu'ils cuisent vite, toujours de la même manière et sans surprise. La forme n'est pas esthétique, elle est fonctionnelle. Tout est pensé pour l'efficacité. Friteuse, temps, température, logistique. Le résultat est un produit qui ressemble plus à une pièce industrielle qu'à un aliment d'origine animale. Et le plus frappant, c'est que nous l'avons normalisé. Personne n'est surpris que tous les nuggets soient identiques. En fait, s'ils ne l'étaient pas, nous nous méfierions. C'est précisément là que le système gagne. Quand l'artificiel devient une attente. Le passé caché du pink slime. Pour comprendre jusqu'où peut aller cette logique, il suffit de regarder le passé. Pendant des années, une grande partie de la viande hachée comprenait un produit connu populairement sous le nom de pink slime, boue rose. Des restes de viande qui étaient auparavant jetés, broyés, lavés avec des composés chimiques et réintégrés dans le système alimentaire comme s'il s'agissait de viande normale. Légal, oui. Attrayant, non. Le scandale n'a pas éclaté parce que c'était dangereux dans l'immédiat, mais parce que les gens ont découvert comment c'était fabriqué. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit « Stop !» Ce n'est qu'alors qu'il a été retiré. Cet épisode n'est pas une anecdote, c'est une leçon. Il démontre que la limite n'est pas fixée par l'éthique ou la qualité, mais par la réaction du public. Tant que quelque chose n'est pas vu, n'est pas remis en question, on l'utilise. Le cropping slime a disparu, mais la mentalité qu'il a créée reste intacte. De la viande traitée aux antibiotiques. Une fois que vous comprenez que l'objectif n'est pas de nourrir, mais de produire, de nombreuses décisions commencent à avoir un sens. L'une des plus controversées est l'utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage. Non pas pour les soigner, mais pour accélérer leur croissance et éviter les pertes dans les systèmes intensifs. Le résultat est une viande moins chère, plus uniforme et plus facile à produire à grande échelle. Mais le vrai prix ne se paie pas à la caisse. L'abus d'antibiotiques est directement lié à l'apparition de bactéries résistantes, un problème de santé publique qui touche des millions de personnes chaque année. Alors que dans de nombreux pays, ces pratiques sont interdites ou très limitées. Ici, elles sont fortement défendues. Non pas parce qu'elles sont sûres, mais parce qu'elles sont rentables. Le consommateur le sait rarement, et quand il le sait, il a déjà mangé. C'est un exemple parfait de la façon dont le système privilégie l'efficacité économique aux conséquences à long terme. Ce n'est pas une conspiration, c'est une logique commerciale poussée à l'extrême. L'illusion de la nourriture normale. Pendant des décennies, on nous a vendu l'idée que cette nourriture est simplement cela, de la nourriture.
des hamburgers, du poulet, de la viande, quelque chose de quotidien. Mais cette normalité est la plus grande des illusions. Rien de ce qui se passe ici n'est le fruit du hasard. Le goût, la texture, la taille, la couleur et même l'expérience sont conçus pour que vous ne pensiez pas, pour que vous ne remarquiez pas les différences et pour que vous ne soyez jamais surpris. La clé n'est pas que ce soit bon, mais que le goût soit toujours le même. Cette familiarité engendre la confiance, et la confiance engendre une consommation automatique. Vous ne choisissez pas consciemment, vous répétez une habitude. Et quand quelque chose devient une habitude, on ne le remet plus en question. Le problème, c'est que cette normalité n'existe pas en dehors de ce système. Dans la vraie nourriture, il y a de la variation, de l'imperfection, des changements. Ici, non. Ici, tout est pensé pour ressembler à de la nourriture sans se comporter comme tel. C'est le point de départ idéal pour comprendre tout le reste. Vous n'entrez pas dans un restaurant traditionnel, vous entrez dans une usine déguisée en restaurant. Rien de tout cela n'est là pour te dire ce que tu dois faire. La décision finale est toujours la tienne. Mais comprendre le système, cela change tout. Quand tu sais que ce que tu manges n'a pas été conçu comme de la nourriture, mais comme un produit, quand tu vois comment c'est étiré, comment c'est moulé, comment c'est aromatisé et vendu, tu ne peux plus faire semblant que c'est la même chose. La commodité a un prix, la constance aussi. Et ce n'est pas toujours de l'argent que l'on paie. Parfois, on le paie avec la santé, avec nos habitudes et avec la déconnexion totale entre ce que l'on mange et d'où cela vient. Manger en conscience, ce n'est pas être extrême, c'est reprendre le contrôle. Parce qu'une fois que tu comprends le processus complet, la question n'est plus de savoir si c'est bon. La question est de savoir si ça en vaut vraiment la peine.